Hello hello et bienvenue dans le podcast d'octobre. Je vous retrouve avec Ask pour ce nouvel épisode. Ce mois-ci, la rédac s'est penchée sur quelques sorties et on va vous parler de Vermont, Dirk Schneider and the Old Gang, Orbit Culture, Thrice, Wings of Steel et Birds of Nazca. Octobre a été très chargé en sorties, mais comme beaucoup tombent pile le 31, nous n'avons pas pu toutes les chroniquer à temps. Et justement, comme on parle du 31 octobre, on a choisi cette date pour la mettre à l'honneur dans notre rubrique des chiffres ou des lettres et on parlera aussi de West Hill. Pour finir dans Metal Explorer, je vous emmène dans un pays très cher à mon cœur, l'Indonésie, avec Voice of Bass Prot, un trio 100% féminin. Et on va commencer avec Vermont. Le groupe nantais qui a presque 3 ans d'existence nous a sorti leur premier EP fin septembre. Je me sens obligée de vous en parler non seulement parce que ce sont mes seuls potes de Nantes, mais ce sont aussi des auditeurs assidus de ce podcast. Mais surtout parce que l'EP est vraiment cool. C'est donc avec A Story of Mishaps, un EP d'environ un quart d'heure que Vermont se dévoile. Musicalement, vous reconnaîtrez des influences diverses et variées qui les envoient tout droit hors des cases avec leur multi-métal. Vibronnés au métal des années 90-2000, on les ressent clairement. Mais ce n'est pas que ça. Dès ce premier EP, Vermont a déjà une direction bien dessinée. Des gros riffs de guitare, des grosses lignes de basse, une batterie qui pulse à corps ouvert et un chant engagé qui tranche dans le vif. Durant les 5 morceaux, le groupe partage une atmosphère sombre, mais lucide, abordant des thèmes aussi universels que profonds. Lassitude professionnelle, rupture sentimentale, quête de sens dans un quotidien parfois absurde. Allez jeter une oreille à leur EP disponible sur Bandcamp, un premier jet prometteur. Datog, Dirk Schneider and the Old Gang, Babylon, que dire de cet album? Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a un seul mauvais morceau? Non. Est-ce que tous les morceaux sont bons? Oui. Est-ce que tous les morceaux se ressemblent? Certainement pas. Est-ce que c'est du Udo ou du Accept? Pas vraiment. Ce sont ces 2 derniers points qui me font tergiverser sur cet album. Monseigneur Dirk Schneider n'est plus à présenter, un des membres fondateurs d'Accept, Bandix de 68 à 71, Udo des morceaux avec Doro et Aude des boulots avec tout plein d'autres groupes. Bref, un mec qui bosse, qui aime ce qu'il fait, à ce qu'il paraît qu'il a quand même un sacré caractère. Avec tout ce qu'il a fait, il n'a plus rien à prouver. Il est en droit de faire un peu ce qu'il veut, sans rien avoir à demander à qui que ce soit. Oui, mais on a tous entendu le morceau Where the Angels Fly. Si c'est pas le cas, est-ce que c'est ça l'album? Oui, pas du tout. Tout a commencé avec la création de ce projet caritatif au profit des artistes touchés par le confinement et c'est devenu ce que c'est maintenant. Il y a donc Udo Dirk Schneider au chant, son fils Sven à la batterie, Peter Bals à la basse et au chant, Matthias Dietz et Stefan Kaufmann à la guitare et Manuela Bieber au chant, que l'on a déjà pu entendre sur l'album We Are One. Alors en gros, ça donne quoi? Ça commence avec It Takes Two to Tango, qui sonne un peu comme un morceau d'Udo. Voilà, rien de neuf sur les drapeaux. Babylon, morceau vachement plus axé type Moyen-Orient, que ce soit au niveau des guitares que de la voix de Manuela, qui s'y prête d'ailleurs très bien. Time to Listen. J'ai lu quelque part que ça faisait penser au chroniqueur à une balade dans le style comédie musicale de Broadway. J'y aurais pas pensé tout seul, mais il a pas tout à fait tort. Sur Metal Sons, on revient sur un registre plus heavy. Je ne vais pas vous décortiquer chaque titre, mais ça vous donne une idée. Il y a de tout très bien fait. Il n'y a rien à redire, chaque titre est vraiment très bon. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est musicalement très bon. Mais est-ce que tous ces titres vont ensemble, sur un même album? Ça fait pas loin d'un mois que j'écoute l'album et franchement, je sais toujours pas. En gros, si vous aimez Udo, je suis certain que des titres vous plairont et d'autres vous interloqueront. Si vous n'aimez pas Udo, il est possible que cet album vous plaise. Oui, je me doute que ma chronique ne vous a pas aidé. Je pensais réussir à m'en faire un avis avant la fin et ce n'est toujours pas le cas. Babylon est sorti chez Raining Phoenix le 3 octobre. Une autre bonne surprise de ce début du mois d'octobre nous vient de Suède, plus précisément d'une petite bourgade du centre-sud du pays. Les mélodesseux d'Orbit Culture viennent de nous gratifier le 3 octobre également de Death Above Life, leur 5e album studio commercialisé par l'entremise de Century Media. Force est de constater que celui-ci est très bon, et ce dès la première écoute qui te colle une mandale des plus carabinées.
Le single éponyme Death Above Life justifie à lui seul qu'une oreille soit jetée à ce sympathique opus. Cette compo aurait parfaitement pu être désignée single du mois d'octobre, à ceci près qu'elle est sortie en single éclaireur au début du mois de juin dernier. Tant pis, cela ne vous empêche pas d'en profiter. Ce qui frappe avec ce disque, c'est que le death mélodique suédois d'Orbit Culture aurait parfaitement pu être composé, enregistré et interprété quelque part sur la côte est des États-Unis. Oh. Par exemple du côté de Knoxville d'où viennent Whitechapel, ou bien de Richmond, le bastion de Lamb of God. Effectivement, le style musical et esthétique des 4 Suédois ferait davantage penser à celui de Lamb of God qu'à celui d'Arch Enemy. Vous apprécierez dans tous les sens du terme. Quoi qu'il en soit, le travail de ces 4 jeunes se veut résolument moderne. Il est mis en valeur par une production splendide et massive qui fait davantage penser à celle d'Architects qu'à, par exemple, celle d'Amon Amarth. En résumé, nous avons affaire avec Death Above Life, un death mélodique complexe, musculeux et varié, mis en valeur par un son contemporain de carrure internationale. Le groupe Orbit Culture gagne à être connu. Trice. Nous avons eu ce 3 octobre également affaire à de véritables Américains, cette fois, qui se nomment Trice. Ils nous sont revenus avec Horizon West, leur 13e disque depuis 1999, publié par le mythique label Epitaph. Ce quatuor originaire d'Irvine en Californie est, semble-t-il, moins connu de ce côté-ci de l'océan Atlantique. Il pratique un rock US du 3e millénaire qui semblera vraisemblablement assez banal, voire peu intéressant aux oreilles de la plupart d'entre nous. À ceci près que 2-3 compositions lentes, lourdes et réflexives vous séduiront peut-être de par une ressemblance musicale et d'atmosphère avec certains groupes de metal prog comme Swan ou Will. Après le groupe suédois qui sonne US, le groupe US qui sonne suédois. Nous sommes décidément à l'heure de la globalisation tout azimut. Place à Wings of Steel, qui déploie ses ailes d'acier avec Winds of Time, leur second album studio sorti le 17 octobre via High Roller Records. 8 titres pour une 50aine de minutes, qui commence avec le titre éponyme de plus de 10 minutes. Wow. Choix audacieux, car c'est compliqué de commencer par un morceau aussi long, mais les Californiens ont confiance et ça marche. Wings of Steel n'a rien à envier à ses aînés avec un power metal puissant. Sur les 8 morceaux, environ 3 titres sont rapides et nerveux, tandis que les 5 autres sont plus posés, plus heavy. Le groupe jongle entre le metal classique et le power metal sans jamais vraiment choisir son camp. Et c'est justement ce qui fait son charme. Wings of Steel ne fait pas dans le fantastique. Leurs paroles parlent du monde d'aujourd'hui sans filtre. Le fil rouge de l'album ? L'idée que l'histoire se répète constamment, les guerres, les abus de pouvoir, les mensonges politiques, tout ce qui a détruit des générations passées continue de se produire sous nos yeux. Burning Sands pousse même jusqu'à évoquer la menace d'une guerre nucléaire. Du métal engagé, conscient, qui ne se contente pas de faire du bruit. Un groupe 100% indépendant et prometteur qui fera en première partie de Sabaton lors d'une énorme tournée nord-américaine courant 2026. Birds of Nazca, groupe ou plus précisément duo. Nos nouveaux et iconoclastes amis avaient fait une prestation remarquée au festival de Stoner West-Hill lors de son édition 2024. Les 2 oiseaux péruviens sont en fait en provenance de Nantes. C'est des futurs potes pour toi. Il s'agit de Guillaume à la guitare et de Romuald à la batterie. Il n'y a pas de chanteur et ce 2e album n'est fait que d'instrumentaux. Birds of Nazca revendique pratiquer un stoner heavy, psych et doom. On ajoutera que leur musique est lourde, méditative, lente et que le degré de distorsion de la guitare de Guillaume s'approche pas mal du métal progressif. Le duo nantais est nanti sur le plan conceptuel. Déjà de par son nom, cette référence aux colibris géants tracés il y a des siècles sur le sol péruvien et qui sont devenus un des symboles des civilisations dites premières. Ensuite, de par le titre de cet album, qui lui fait emprunt au nom du supercontinent qui existait jusqu'au début de l'ère secondaire. Pangea ou la Pangée en français. Et enfin, en 3e lieu, l'intitulé de chaque composition évoque un lieu reculé et lourd de sens sur le plan archéologique, historique ou géographique. Pour ne prendre que 3 des 7 titres qui composent cette Pangée musicale, Batagaya est un cratère géant situé dans la taïga de l'est de la Sibérie. Racetrack Playa est un lac asséché en plein désert de la mort en Californie
et Gang Rinpoche désigne une montagne tibétaine dont le sommet s'avère être une pyramide vide. Ouhou. Outre les fans de Stoner, nous espérons que Pangea, qui est lui aussi sorti ce 3 octobre, séduira les géographes, les géologues, les géomètres et les anthropologues. En conclusion, Birds of Nazca produit une musique créative, cérébrale, immersive, brute mais pleinement maîtrisée. Les deux compères seront au Ferrailleur de Nantes le 4 décembre où ils ouvriront pour Belzébuth. Askoven, si je te dis Indonésie, tu me dis Bali, temple, plage, soleil, surf. Eh bien, dorénavant, tu penseras à Voice of Bateprot. Il s'agit d'un groupe de 3 jeunes femmes musulmanes pratiquantes de l'ouest de Java en Indonésie. Bateprot signifie bruit en Sondanais, donc le nom veut dire la voix du bruit. Elles ont formé le groupe alors qu'elles étaient adolescentes en 2014 et ont été découvertes et encouragées par leur professeur de musique. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'elles ont dû faire face à l'opposition locale et aux préjugés, mais cela ne les a pas arrêtées. Leur musique est un mélange de métal, punk, trash et ne mâche pas leurs mots avec des paroles très engagées autour de l'égalité, l'environnement et le système éducatif indonésien. Elles revendiquent les influences System of a Down, Rage Against the Machine, Slipknot. Dès le 23 mai 2025, elles ont sorti leur EP autoproduit, Transisi, qui signifie transition en indonésien. Il est composé de 6 titres et marque une nouvelle ère beaucoup plus mature pour le groupe. Transisi se présente comme un EP preview de l'album qui est en préparation. Chaque morceau aborde des récits qui font réfléchir et explore les réalités sociales, politiques et spirituelles auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Voice of Bateprot est définitivement la voix d'une génération qui remet tout en question et prône un changement. Ce mois-ci, focus sur une date culte, le 31 octobre. Alors oui, tout le métal ne parle pas de fantômes et de démons, et heureusement d'ailleurs. Mais avouons-le, certains groupes ont fait Halloween leur terrain de jeu. Et pour eux, cette nuit-là n'est pas juste un déguisement à enfiler, c'est une consécration. Là où d'autres genres doivent se forcer pour coller à l'ambiance du 31 octobre, certains groupes n'ont jamais eu besoin de se déguiser. Pour eux, c'est naturel. Et commençons avec King Diamond. Si le métal avait un roi d'Halloween, ce serait King Diamond. En 1986, il sort Halloween sur son album solo Fatal Portrait et annonce la couleur dès les premières secondes. Every night to me is Halloween. Pour lui, chaque nuit est Halloween. Avec son maquillage cadavérique et sa voix stridente, le Danois a fait de cette fête un mode de vie, pas juste un déguisement d'un soir. En 1984, un groupe allemand pousse le concept encore plus loin. Il s'appelle carrément Halloween. Et il crée un morceau épique de 13 minutes qui porte le même nom, condensant tout ce qui fait la magie du 31 octobre. Costumes, esprit maléfique et même Charlie Brown. Un monument du power metal qui prouve qu'Halloween, c'est aussi une ambiance musicale. Et puis, il y a Type O Negative, les rois de la Spooky Season. Leur mélange de doom ultra lourd et d'atmosphère goth fait de le groupe parfait pour cette saison. Chaque album sonne comme une bande-son pour une nuit d'Halloween éternelle. Du romantisme macabre avec une grosse dose d'humour noir. Au final, Halloween et le métal, c'est une histoire d'amour naturel. 16, comme les concerts du Westhill 2025. Le festival de Stoner Westhill honorera sa 7e édition. Art & Roll ne fera pas le timide, contrairement aux 6 fois précédentes, et honorera cette fois ce prestigieux rendez-vous. Le Westhill représente la principale manifestation de musique stoner et assimilée en France. Pour mémoire, l'année dernière, celle-ci avait entre autres accueilli, outre les 2 oiseaux rares de Birds of Nazca évoqués tout à l'heure, les poids lourds du genre que sont Slomoza et Orange Goblin, et la fois d'avant Cadavar, The Vintage Caravan, sans oublier nos amis bruxellois de My Diligence. Pour cette édition, le festival situé à Valais, en Loire-Atlantique, oui, Valais comme la vallée du Hellfest, ça fait bizarre, nous le savons, pourra compter sur la présence de 15 formations. Les têtes d'affiche seront les Suédois hard rock de Graveyard et les Britanniques stoner d'Orange Goblin. Oui, tu as encore une fois bien entendu et bien écouté. Orange Goblin,
qui, comme on vient de te le dire, était déjà à la tête d'affiche de l'an passé. Orange Goblin reviennent donc au West Hill pour enchanter une année supplémentaire les nombreux fans de Stoner qui auront fait le déplacement pour la Loire-Atlantique. Chez Arsène Roll, Romain attend de pied ferme la prestation de la légende Desert Rock Brown Jork et de son trio le vendredi, ainsi que celle des doomers psychédéliques de Castle Rock le samedi. Fondés en 2019, ces derniers sont emmenés par une chanteuse rousse médiévalisante, mi-Barbarella, mi-métal hurlant, qui se nomme Riley Pinkerton et qui se surnomme elle-même The Rat Queen. Castle Rat, qui viendra d'ailleurs défendre glaive en main son superbe nouvel album, Bestiary, sorti le 19 septembre dernier. Tous les sous-genres qui composent la galaxie Stoner et ses thèmes de prédilection, l'espace, le désert, les mythologies, l'occultisme, blablabla, seront ainsi soigneusement représentés. Il y aura aussi des Grecs, des Argentins et une poignée de Français. Les groupes hexagonaux présents seront dans l'ordre de passage: Warm Sand, Mars Red Sky, Starmonger et Redstone. Cela fera donc 4 formations françaises sur un total de 16 concerts, ce qui est très bien. Sur ces 16 concerts, il y aura par ailleurs un duo entre 2 des groupes participants. En effet, nous croyons savoir que la journée du vendredi, Mars Red Sky vont s'associer avec les Suisses de Monkey 3 pour constituer le projet Monkey 3 on Mars. Au total, donc, 15 groupes pour 16 concerts sur 2 jours. Le compte est bon. C'est fini pour ce coup-ci, on vous retrouve le mois prochain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Comme d'hab, si vous n'avez pas aimé, envoyez-le à ceux que vous détestez pour leur faire les pieds. Et tu dis au revoir, ma petite. Au revoir.